Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport data tuto et live peinture, ici en direct de la ville de Cannes pour la 33e édition du Festival international du jeu, qu'on appelle aussi le FIJ. Je suis devant les palais des festivals, puisque c'est pas moins de 100 000 personnes qui vont être attendues entre les 22 et 24 février pour découvrir quelque chose comme 3000 jeux à travers 300 exposants. Et ici, on est là pour vous faire découvrir les Wargames de demain, à savoir ceux qui sont prévus pour cette fin d'année et l'année prochaine. Et c'est parti! Et on commence ce FIJ avec l'excellente surprise de découvrir qu'un jeu est en préparation autour de Jurassic Park, ici Jurassic World. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce qu'on fait là? Je suis Antonin, je suis le game designer de ce jeu Jurassic World, édité par Exod Game et avec la licence Universal. Ici, on voit qu'on est sur un wargame, en tout cas une table texturée, alors que la finalité est de faire un Kickstarter autour d'un board game à figurines. Tout à fait, que vous pourrez voir dans la boîte de base. Donc c'est un jeu de 2 à X joueurs. Avec des figurines et sur un plateau découpé en hexagone pour simuler les déplacements, les actions des dinosaures et les humains. C'est un jeu où on va incarner les factions qu'on peut voir dans la saga, à la fois les dinosaures et les humains, et avec des features de deck building, puisque c'est un jeu de cartes principalement. On est sur un format de table de 75 à peu près par 80, on est sur du jeu alterné en tour par tour, avec, comme tu l'as dit, des factions et des figurines. Le durée d'une partie ? À peu près entre 60 minutes et 90 minutes en fonction du nombre d'unités sur le plateau. D'accord, donc en fait là on parle ici d'un wargame, sous-entendu on doit jouer contre un adversaire et pas avec, pour un scénario ou contre une IA. Tout à fait, on est en compétitif et avec un système de scénario ou de points d'objectif à remplir dans la partie, qui ne sont pas forcément létales. Puisque pour respecter la saga, il n'y a pas forcément de létalité dans ce jeu. On est dans un wargame mais il n'y a pas forcément le table rase. On peut ne pas gagner juste en éliminant l'adversaire, mais en accomplissant ses objectifs et en empêchant aussi en partie ceux de l'adversaire. Pour un petit peu mieux saisir aussi le format du jeu, là on a un exemple de ce qui pourrait être demain au niveau du Kickstarter, sous-entendu 2 bandes. Est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter? Tout à fait. Donc, classiquement, comme on est dans Jurassic World, on a les dinosaures herbivores. Donc on peut voir ici le Triceratops, donc, qui va jouer plutôt tanky. On a les raptors, évidemment, jouent en unité, plusieurs modèles, assez agressifs, plutôt le combat. Et on a aussi bien sûr nos humains qui pourront se mélanger dans les armées, on pourra les choisir. On peut faire une armée que de dinosaures ou que d'humains. Et mélanger. Ok. Et pour s'identifier un petit peu, se projeter au sein du jeu et surtout de la licence en fait, qui a baigné notre enfance avec le film de Spielberg, avec la première édition, là en fait on est capable d'interpréter des personnes de n'importe quel volet en fait. Tout à fait, n'importe quel volet, ils peuvent être mélangés. On doit respecter un peu la storyline des films et notamment de Jurassic World. Donc certains personnages seront jouables sous certaines conditions, s'ils ont disparu dans la licence. Mais ils sont toujours jouables. Justement, on peut voir sur cette table un des protagonistes, notamment Monsieur Tembo, mercenaire du monde perdu, et Owen Grady, qui est justement un des protagonistes de la nouvelle saga de Jurassic World. Celui qui a dressé justement les vélociraptors avec Blue. C'est ça, et Blue sera jouable, et il y aura des actions de combinaison entre les deux. Puisque comme tu l'as dit, on doit et à la fois faire sa faction, ici au niveau du KS ou en tout cas de la boîte de base, il y aura des factions prédéfinies avec un tech building prédéfini, mais c'est justement un jeu de combo qui fait que aux fonctions de son activation, on va être capable sur 2 tours, en fait on va avoir besoin de faire une projection sur 2 tours pour pouvoir justement combiner les cartes et leurs combos, jusqu'à un maximum de 3 tours de visibilité. Exactement. Il y a aussi des mécaniques à l'intérieur dans les mécaniques de cartes où on peut briser ses combos. On peut jouer sur la programmation, essayer de regarder la carte de l'adversaire. Par exemple, des personnages comme Alan Grant qui sont plutôt universitaires, ils n'auront pas forcément des compétences de combat, mais ils permettront par du support, en observant l'action, de définir, de regarder ce que va faire l'adversaire au prochain tour et d'essayer du coup de s'adapter et de faire son activation en fonction. Ici, le jeu est en phase de Kickstarter, ou en tout cas le Kickstarter est annoncé pour fin avril, mais déjà en amont, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet ? Tout à fait, ce projet en fait nous est venu par une société Cimmeria Project qui est venue avec une idée de wargame sur la licence qu'ils avaient négociée avec Universal, et ils recherchaient justement un éditeur de jeux de société et donc un auteur. Moi je suis un auteur attitré d'Exod Game, un des auteurs, et ils m'ont demandé de développer ce jeu. Donc pendant 6 mois j'ai essayé de trouver justement en fonction des wargames, en mettant des specs, par exemple ne pas avoir de dés, pour essayer de faire de l'innovation dans ce gameplay et toujours respecter la licence. En gros, le jeu il est fait pour être de façon cinématographique. Chaque joueur incarne un réalisateur et participe à l'action qui va se passer sur la table.
Et les cartes actions sont là justement pour reproduire ces effets cinématographiques qu'on peut voir dans les sagas, avec des héros, même s'ils sont plus faibles, avec des effets de cartes, vont réussir à faire des actions extraordinaires. Ex nihilo, ils vont sortir de nulle part et réaliser une action. D'accord, donc là on parle, excuse-moi, d'un Kickstarter donc fin avril. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Combien de temps il va durer? Et si celui-ci est financé, à partir de quand vous pensez livrer? Alors le Kickstarter sera lancé fin avril, pour une durée à peu près de 20 jours, pour une livraison qu'on essaie de fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Et la spécificité de ce projet, c'est de pouvoir le sortir en boutique quasiment un mois après la livraison aux backers. Et il y aura des exclus pour chacun des côtés. Donc ça veut dire qu'il y aura des exclus backers qui sont uniquement pour Kickstarter et il y aura des exclus en boutique. Mais du coup, on pourra aller quand même se les procurer. D'accord. Ici, on est sur un jeu que vous voulez one-shot ou est-ce que vous voulez le faire vivre derrière avec des sorties? Pourquoi pas des nouvelles factions? Pourquoi pas de nouvelles éditions? Tout à fait. Le jeu, il est basé pour durer dans la durée. Donc au début, il y aura la boîte de base avec certaines extensions, notamment le T-Rex, bien sûr. Et il y aura des extensions sur un certain nombre d'années pour suivre la franchise. Peut-être des prochains films aussi de Jurassic World, no spoil. Et du coup, le jeu va vivre comme ça. On va rajouter, comme tu l'as bien expliqué, des factions. J'ai déjà balisé les archétypes de chaque faction et de certains personnages. Et on pourra, du coup, de façon à pouvoir les rajouter dans le gameplay et que chaque unité puisse amener quelque chose de plus. Et notamment, donc, la boîte de base, les unités ont été pensées pour amener différents types de gameplay, tanky, mobile, qui fait des dégâts. Il y en a un qui est plus combat au corps à corps et qui pourra essayer de retourner l'adversaire. Et bien sûr, les humains qui arrivent là-dedans pour soit calmer les animaux, les attaquer, ou essayer de faire des objectifs. Ils ont vraiment des gameplays qui sont différents. Voilà. Ok, donc là tu parles un petit peu de gameplay. Si on revient aussi à l'ADN de la chaîne, à savoir la figurine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur échelle, leurs composants? Et justement, qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre au sein de cet univers grâce aux dinosaures? Pour nous, un wargame, c'est, comme tu l'expliquais bien, c'est des figurines. Du coup, on part sur une échelle à peu près de 28 à 30 mm pour les humains. Et par contre, il y en a une demande universelle de respecter les échelles. C'est pour ça que certains dinosaures vont être assez massifs. Il va être gros comment le T-Rex? Comme ça. Il va être énorme. Et il pourra faire un peu office de boss, mais il faut, pour l'instant, on est en plastique, on cherche encore le type de plastique. Il y aura des multi-pièces, mais on va essayer de les faire assembler. C'est encore vraiment en cours de développement, mais l'avantage, c'est que vous avez les modèles d'Universal Studios, développés par le studio Spielberg, qui a servi au CGI des films. La demande d'Universal, c'est de reproduire la qualité des figurines. On est tous, moi-même, joueurs de Wargame, on adore. C'est un joueur orc. Ouais, on se refait pas. Et donc voilà, le but c'est d'offrir du plaisir avec la qualité nécessaire et qu'elle soit agréable à peindre et à voir sur le terrain. Donc une des recommandations d'Universal, c'était aussi de rendre le jeu abordable et au plus grand nombre, et au moins pour la boîte d'introduction. Et on s'oriente vers une boîte de base à 60 € et moins. Donc pour récapituler, on a Jurassic World qui a la licence de l'ensemble des volets de Jurassic Park et des futurs de Jurassic World, qui est édité par Exode Game. Le Kickstarter sera disponible à partir de fin avril pour une durée de 20 jours et sera livré début d'année 2020. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? On se retrouve donc les Wargamers sur le stand de TGCM en compagnie de... Salut à tous, Manu. Yes, qui est game designer et aussi sculpteur pour TGCM, initialement sur le jeu Briscard et maintenant sur le projet Carnage. On t'a vu plusieurs fois sur la chaîne dans le cadre justement du dernier Fige, du Paris et Ludique. Ensuite, à Octogone, vous aviez annoncé le projet Carnage et ici, vous êtes venu confirmer cet essai en présentant le futur Kickstarter. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs donc sur Carnage ? Voilà, c'est depuis l'Octogone en fait qu'on l'a lancé, ça fait 4 mois maintenant qu'on le présente en salon. Carnage, c'est un gros projet pour nous, c'est super ambitieux. On n'a pas l'étoffe des majors, mais on essaye de faire un truc qui est vraiment structuré et qui a de l'ambition, en tout cas à notre niveau. C'est un projet qui va être beaucoup plus adulte que Briscard. Briscard, on se rappelle que c'est le côté cartoon des figurines, c'est le côté explosif des baffes qu'on se met dans la tronche. C'est marrant, c'est fun, c'est consensuel, ça parle à tout le monde en tout cas à tout public. Sur Carnage, on a voulu montrer ce que Briscard propose pas, c'est-à-dire un univers beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. C'est de la vraie baston, c'est de la guerre. Elle est en place. Il y a les carnes, les lions que vous découvrirez
qui sont régnants, mais qui sont avec un roi décadent qui fait un peu n'importe quoi. En fait, tu commences justement à parler de la profondeur de l'univers alors qu'on est sur un nouveau jeu. Il faut quand même signaler que là, cette fois-ci, il y a un roman. Pour les personnes qui ont besoin du fluff pour pouvoir justement s'identifier à un univers, ici, c'est toi d'ailleurs l'écrivain de ce roman. Ça commence, on va dire, par une présentation de ce qu'est TGCM, donc l'éditeur, avec quelques pages très touchantes. Je trouve que c'est vraiment représentatif de ce que vous êtes en fait et de l'ADN en fait du jeu que vous voulez transmettre. Voilà, je suis très content que la réalité de ce que j'ai expliqué te plaise parce que c'est la vérité, c'est comme ça que Carnage est né, c'est comme ça que TGCM à la base est né et c'est un peu ce que je suis. Il n'y avait pas de raison de se cacher derrière, je me suis un peu livré et j'ai modestement essayé de faire cette première tentative de roman avec l'ambition de démarrer le jeu avec un vrai fluff construit, avec plus que 2 pages d'histoire avant le scénario, avec un univers qui tient debout, avec la présentation de toutes les factions. Alors il y en aura 4 au Kickstarter, on en découvre 6 dans le bouquin. Ne vous inquiétez pas, elles vont venir après. Si tout marche bien, grâce à vous. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça d'ailleurs dans les premières pages, tu le dis en fait, que c'est beaucoup plus difficile de se projeter dans un roman que dans finalement une espèce de pauvre nouvelle pour introduire un vieux fluff. Parce que dire, là, t'ancres un nouvel univers et c'est quelque chose de solide et de profond. C'est ça, j'ai essayé dans ce roman de bosser comme un vrai auteur, comme un vrai écrivain en préparant mon script, mon synopsis, en définissant mes personnages principaux, les personnages annexes, en leur écrivant une histoire. Et petit à petit, j'ai imbriqué tout ça. Et c'est un exercice qui n'est pas facile en fait, c'est génial, c'est hyper plaisant parce que tu peux vraiment donner à lire ce que tu as en tête et prendre le temps de le faire parce que quand tu écris une demi-page ou une page avant un scénario, c'est voilà, je te balance l'idée, je te mets 2-3 répliques et puis on est parti, on joue le scénar quoi. Là en fait non, il y a des vrais dialogues construits, il y a une raison derrière, il y a une psychologie de personnage à créer, à inventer, à définir. Voilà, j'espère que ça vous plaira si vous le lisez. Eh bien écoute, en tout cas c'est Eevee approved. C'est vrai. Puisque franchement, non mais en fait moi j'ai été vraiment surpris, et je ne m'engage pas, par la qualité aussi d'écriture. En fait, je pensais que j'étais un con qui écrivait avec les pieds gauches. Précisément. Et non, mais plus sérieusement, on a tous l'habitude, on entend toujours des personnes qui veulent être écrivains, et là honnêtement c'est une qualité professionnelle, que vous aimiez ou pas l'univers de Briscard, que vous le connaissiez ou pas, je pense que ça sera de toute façon divertissant. Non mais et réellement, et en plus c'est agréable à lire. Donc vraiment, un gros bravo déjà pour avoir mis la nouvelle casquette de l'écrivain, ça confirme en fait l'idée de ton univers, tu vois ce que je veux dire, qui est celui de Briscard, et ça fonctionne. Je reviens un petit peu maintenant vraiment dans l'univers de Carnage. Est-ce que tu as des exemples, parce que tu parles d'une forme du maturité que vous avez acquis pour justement sortir Carnage, des différences de règles aussi pour justement durcir un petit peu le niveau de jeu que ça va demander, ou en tout cas les sanctions qu'on va pouvoir impliquer à son adversaire si celui-ci ne fait pas attention. Est-ce que tu as des exemples par rapport à Briscard? Déjà les figurines, il suffit de les regarder pour qu'on comprenne que c'est un petit peu plus adulte et un petit peu plus violent. Il y a du sang sur les marteaux. mais en termes de jeu, ça va se traduire par des choses toutes bêtes. Puis il y a une idée qui me vient en tête, c'est à Briscard, quand tu meurs, on te retire de la table et puis c'est tout. À Carnage, quand tu meurs, on te transforme en carcasse. Et les carnivores vont venir te dévorer, les herbivores vont venir te dépouiller. Et c'est 2 actions qui sont décrites dans le bouquin de règles, quoi. Ça se traduit aussi par quelque chose de beaucoup plus réaliste en termes de passe d'armes. On n'a plus un attaquant, un défenseur. Si, à proprement parler, la figurine active sera l'attaquant, celui qui va recevoir la baffe sera le défenseur, mais ça s'arrête là, parce que à Carnage, ça va être un système de jeu où on va avoir des vrais choix à faire, beaucoup plus qu'à Briscard, parce que, pour parler rapidement du moteur de combat, on a 4 caractéristiques qui ont 4 effets différents, vraiment différents. Je me déplace, je repousse, je te mets une plus grosse baffe, j'en ai une gratuite. Ça va être possible en attaque comme en défense. Donc si tu n'as pas bien géré ta stratégie, si tu n'as pas anticipé ce que pouvait faire le défenseur, tu vas le prendre dans les dents tout de suite. Il y a l'effet frustration déjà qui va partir, parce que si le type a de la chataudée, parce que moi je me suis retrouvé des tas de fois devant les mecs qui ont, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une face sur leur dé, quoi. Tu sais, oh tiens, critique, oh bah recritique. Et ben là ça n'existera plus. À Briscard on faisait des baffes d'anthologie, à Carnage on va ajouter, certes il y aura un effet critique, mais il n'y en aura qu'un. Si tu fais 4 critiques à la suite, il n'y en aura qu'un. Donc tu ne pourras pas one-shotter une figurine en face. Et puis si jamais tu es un bon stratège, si tu as réfléchi à ton action, on va récompenser cette stratégie parce que ça va t'amener plus loin dans l'objectif. Ça va te permettre, en te déplaçant pendant que tu mets une baigne, te rapprocher de l'objectif, éloigner ton adversaire et surtout gagner du temps par rapport à cet objectif, à ce scénario, tout en protégeant tes figurines et en amochant celle de l'adversaire. Ça c'est possible en attaque comme en défense. Il faudra bien réfléchir que c'est pas parce que j'attaque que c'est moi qui vais gagner.
C'est marrant parce que justement après les parties démo qu'on a faites, c'est ce qui ressort en fait. Oui, il faut quand même préciser que je parle en toute objectivité puisqu'on a eu la chance au studio de recevoir le kit des démonstrations que vous envoyez dans certaines boutiques. Les boutiques, on y viendra juste après aussi avec la stratégie du Kickstarter. Mais déjà, c'est vrai qu'en termes de règles, on se rend compte qu'il y a une forme de stratégie qui est offerte par le nombre d'actions que tu peux mener, aussi bien en attaque comme en défense, où en fait tu es constamment en mouvement par exemple. Et ça fait que grâce à l'utilisation d'un nombre de points d'action en attaque ou en défense, tu vas être capable de taper, de te mettre hors champ. L'autre, si jamais il ne s'est pas encore activé, va devoir cramer des points d'action pour pouvoir justement se déplacer et se mettre en range. Il y a énormément en fait de latitude d'options de jeu comme ça qui fait que il y a énormément de choses à faire en fait. Et c'est ça qui est très appréciable dans ce jeu. Il y a beaucoup moins de frustration sur les cycles critiques où tu envoyais le mec sur la lune parce que tu avais réussi à faire 2-10 de suite. Là, de toute façon, la valeur du dégât, elle va être plus difficile à contrer si le mec fait des critiques, mais finalement, les damages infligés seront les mêmes. Ah oui, je te dis, il y a 7 ans, j'ai inventé cette règle en me disant putain, j'espère qu'un jour je vais réussir à faire 4 critiques de suite. J'ai pas réussi, donc j'ai arrêté. Pour Carnage, on dit on arrête tout. Il n'y a plus 12 critiques à la suite. Je peux pas le faire, je sais pas le faire. Donc on en fera qu'un. Pour revenir sur le projet Kickstarter, donc il y a un projet de financement participatif, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Quand est-ce qu'il est? Combien de temps il dure? Déjà, si on peut savoir ce qu'il y aura dedans et au combien de temps on sera livré? Carnage, ça démarre le 15 mars à 19h. Soyez présents. C'est dans 3 semaines. Moi, ça me fait flipper, mais j'espère que ça nous excite. J'espère que ce sera pas trop long à attendre pour vous. Ça va durer 1 mois, pile, donc ça s'arrête le 15 avril. Pendant ce Kickstarter, on va vous proposer des tas de choses. On va être assez gourmand pour atteindre l'objectif parce qu'on vous demande 45 000 € au départ. C'est un gros budget, c'est énorme pour nous, mais ça correspond exactement à ce que ça va nous coûter. Et c'est ce que coûte le développement de ces figurines, la production de ces figurines, le moulage de ces figurines, la conception, le paiement de tous les gars qui sont impliqués dans le projet, l'écriture des bouquins, l'impression des bouquins surtout et des cartes, le boitage, etc. Enfin, en gros, ce qu'on demande, c'est ce que ça va nous coûter réellement. Pour atteindre justement aussi cet objectif, quels vont être les stretch goals? Déjà, est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu as des exemples de ce qu'on va pouvoir avoir comme bundle, par exemple des bundles de factions, de figurines directement, de bouquins, d'illustrations? Est-ce que tu as des exemples aussi de stretch goals? Bien sûr. Alors concrètement, le premier des pledges, ce sera le bouquin de règles, celui qui a juste envie de découvrir l'univers et les règles. 39 €, le bouquin de règles, c'est le même prix que pour celui de Briscard. Ensuite, quand on veut de la figurine, le premier pledge évident qui va être proposé, c'est 3 figurines, 69 €. À 69 €, attention, on a 3 figurines, mais pas 3 figurines de la faction qu'on a choisie, 3 figurines au choix parmi toutes celles qui seront disponibles. Parce que ça fait 4 mois qu'on le présente en salon et on se rend compte qu'il y a autant de peintres que de joueurs qui sont intéressés. Et les peintres, ils n'ont pas forcément envie de se gaufrer 3 rhinos ou 3 hyènes. Ils ont peut-être envie de piquer, de choisir un petit peu dans toutes les factions. Et on les a écoutés, on leur propose 3 figurines au choix. Il y aura 5 figurines au choix, et puis pour ceux qui veulent vraiment jouer, il y aura la version avec bouquin, avec battle mat, avec toutes les figurines, et puis bien sûr il y aura les all-in. Tout ça, ça va être les pledges disponibles. Et puis on espère qu'on vous a préparé des stretch goals avec des petits goodies exclusifs. Ce roman, peut-être qu'il fera partie des stretch goals, je sais pas, mon petit doigt me le dit. Mais il y aura d'autres choses, il y aura des versions exclusives au Kickstarter, il y aura typiquement, quand vous verrez les rhinos, il y en a avec casque chez les guerriers, il y en a sans casque. Il y en a un sur les deux qui sera exclusif pour chaque version. Il y a plusieurs poses alternatives. Il y a des choses comme ça. Il y aura des packs d'équipements, des packs d'accessoires qui vont se débloquer. Il y aura des add-ons aussi, bien sûr. Les fameux marqueurs de carcasse dont on parlait tout à l'heure, ce sera une des add-ons à débloquer. Les marqueurs d'objectifs aussi, les symboles de faction, des éléments de décor. Il y aura tout un tas de choses comme ça qui seront exclusifs au Kickstarter avec un beau boitage parce que si jamais ça marche, ça sortira en boutique. Et en boutique, on aura des vraies boîtes de starter. Mais en tout cas, pendant le Kickstarter, on aura des jolies belles boîtes aimantées en carton dur qu'on aura envie de garder à la suite, qui seront vraiment exclusives au Kickstarter et qui conditionneront toutes ces figues au choix. Ok, ce qu'on rencontre assez souvent finalement au niveau des Kickstarter, c'est que tu as 2 modèles. Le modèle du j'ai un jeu, je le sors en one shot, et le modèle du j'ai besoin, on va dire, du financement participatif pour financer mon projet, mais derrière le jeu, lui, va vivre. Aujourd'hui, sur Carnage, est-ce que vous avez vocation à faire la même chose que sur Briscard, sous-entendu des nouvelles factions, étendre la gamme sur 1 an, 2 ans, voire plus? C'est vraiment notre ambition et c'est pour ça qu'on est ambitieux au départ, c'est parce que c'est pas un one shot, c'est pas un caisse qui va durer 1 mois et si jamais t'en as pas profité, tu n'auras jamais la possibilité de jouer à Carnage. C'est un Kickstarter qui va nous permettre, s'il est financé, de lancer le jeu en boutique et de créer un mode tournoi, un mode jeu organisé, de décliner les factions. Je vous en parlais, il y en aura 4 au Kickstarter, il y en a 6 dans le roman qu'on décrit, il y en a beaucoup plus là-dedans. Et puis un petit peu sur papier qui commence à développer. Voilà, c'est le tremplin qui va nous permettre de rendre l'univers vraiment réel et de faire que Safar existe vraiment et qu'on peut jouer dessus et dedans. On veut le lancer en boutique, mais on s'est tout de suite associé à ces boutiques partenaires en leur proposant de devenir fiefs. Les fiefs Carnage,
c'est une idée que j'ai eue pour inclure les boutiques qu'on oublie trop souvent quand on fait un Kickstarter, pour les inclure dans la boucle et leur faire profiter de la campagne pour, dès le départ, créer leur communauté pour, si jamais ça marche, quand ils vont lancer le jeu dans leur boutique, avoir déjà leur communauté de joueurs, avoir déjà un rayon conséquent, avoir de quoi faire de la démo, etc. L'idée, elle est toute bête. Pour vous, backers, si vous décidez de vous faire livrer dans la liste des fiefs Carnage qu'on a annoncé sur notre site Carnage et sur la page Facebook, si vous décidez de vous faire livrer chez eux, vous serez parmi les premiers à être livrés, parce qu'on va livrer en global chez les fiefs, et il y a une dizaine de fiefs dont vous trouverez les adresses sur notre site. Mais en plus, vous ne paierez pas les frais de port. Quel que soit, si vous avez fait un all-in et qu'il y a les frais de port de monstres, ou alors si vous avez demandé 3 figurines, ce sera 0 en frais de port pour vous parce que vous irez le chercher directement dans votre boutique préférée. Bah écoute, en tout cas, je trouve ça vraiment génial d'introduire les boutiques, puisque en général, c'est un petit peu les lésés des projets de Kickstarter. Ici, vous pensez, si le projet est financé, ce qu'on vous souhaite, livrer sous combien de temps? La livraison, sauf problème d'impression pour le bouquin et pour les cartes, la livraison, on peut la gérer parce qu'on maîtrise tout le process de production des figurines, tout le process de conditionnement et tout le process d'envoi. Vous l'avez vu peut-être si vous avez participé à la campagne de Ching, le premier KS qu'on a fait il y a 4 mois. On avait promis le 15 décembre, tout était livré le 13. Je pense qu'on avait tenu nos engagements. Là, on s'engage à essayer de livrer avant fin août, c'est-à-dire 4 mois après la fin du Kickstarter. On vous a vu super actif aussi sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, notamment sur Facebook, puisque vous publiez chaque vendredi soit un design, soit vous dévoilez une nouvelle figurine de Carnage. Le lien, en tout cas, de votre Facebook sera en description. On espère clairement que vous allez réussir à atteindre vos objectifs au niveau du Kickstarter, puisque ça ferait énormément de bien au paysage des jeux français de figurines d'avoir un Carnage d'ici septembre, en tout cas sur l'étape de jeu. Merci beaucoup, en tout cas, Manu, pour la présentation de Carnage, et nous on continue sur le Fige. On se retrouve donc les Wargamers, cette fois-ci sur le stand de Cool Mini or Not pour parler du jeu de figurines Game of Thrones. Donc, qui est issu du titre original Song of Ice and Fire, qui est un jeu proposé par Cool Mini or Not, qui est traduit par Edge et qui est distribué par Asmodée. Pour faire cette petite review, je vais être en compagnie de Yann, qui est animateur sur le stand de Cool Mini or Not et qui nous a fait tester ce jeu de plateau qui a l'air assez cool, déjà assez attrayant parce qu'on est sur des plateaux multi-figurines, un petit peu comme pour Warhammer Battle. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous présenter au global cet univers? Déjà, est-ce que c'est la licence de la série ou du livre? le jeu est basé sur la licence des bouquins, des livres, et pas sur celle de la série. Donc on va avoir des personnages qui ont été oubliés dans la série ou qui ont peu d'importance, qui sont plus présents dans les bouquins, qu'on va retrouver donc dans le jeu. Également, le caractère design des personnages sont plus proches de la description de l'auteur des livres que des acteurs de la série. D'accord. Ils sont un petit peu plus sombres et il y a un peu moins de boobs. Par exemple. Au niveau du jeu en lui-même, on va être sur un jeu multijoueur, sous-entendu en 1 vs 1 ou en 2 vs 2, parce qu'il y a un mode multijoueur, il y a aussi un mode FFA pour jouer en individuel. Quel est le format d'une partie? Déjà, ici, on est sur un plateau qui fait un petit peu près 80 par 80, mais quelles sont les normes du jeu en standard? Alors, le plateau pour la démo est un peu petit, donc les normes standards, c'est du 120 par 120. Pour avoir des grands plateaux pour les plus grosses batailles en 120 par 180. Comme dans la plupart des wargames, on va se mettre d'accord avec son adversaire sur un budget pour construire son armée et on va créer sa liste d'armées avec chaque unité et personnages qui vont avoir une valeur en points. D'accord. Ici, on est sur un jeu qui se déroule en tour par tour, mais avec une activation unité par unité. On a en plus du plateau de figurines, un plateau annexe, un petit peu de politique sur lequel on va pouvoir jouer aussi des figurines qui font partie de sa liste d'armées, qu'on va pouvoir activer pour un petit peu justement chambouler l'ordre de l'activation. Une partie dure à peu près combien de temps sur un format standard, donc de 30 à 50 points? Une partie va durer entre 1 et 2 heures, ça va dépendre du budget de nos armées, entre 30 et 50 points, mais également du nombre de points de victoire à atteindre pour gagner et des différents scénarios. Il y a 5 modes de jeu différents qui vont chacun proposer leur spécificité et qui vont impacter la durée de la partie. C'est un jeu qui se joue par activation alternée, donc ça va être très dynamique parce qu'un joueur va activer une de ses unités, ce sera au tour de l'autre, et à un tour de jeu, on va activer toutes nos unités, mais sans attendre 1 heure que l'adversaire joue toute son armée avant de pouvoir jouer. Il y a également une des grosses originalités du jeu, c'est le plateau stratégique sur lequel on va pouvoir déployer des unités non combattantes. Dans la boîte de base, on a par exemple Tyrion et sa sœur adorée Cersei, Sansa et Catelyn, qui vont pas intervenir directement sur le champ de bataille, évidemment, mais qui vont l'influencer par le biais du plateau stratégique. Il comporte plusieurs emplacements sur lesquels on va les positionner pour déclencher des effets qui vont grandement influer sur la bataille.
À savoir que ici on parle d'effets intrinsèques au moment où on positionne la figurine sur le plateau un peu politique. Mais en plus de ça, on va avoir un deck de cartes à fabriquer sur lequel on va à chaque tour devoir avoir 3 cartes actives et on pourra, dépendamment des différents triggers, de l'activation de certaines unités, pouvoir balancer une carte. Et il va y avoir un petit ping-pong aussi là-dessus, ce qui est assez intéressant. Ces cartes tactiques vont vraiment typer chaque maison, vont apporter déjà un élément de surprise dans le jeu, parce qu'on ne va pas savoir quelle carte va jouer l'adversaire. Et vont typer, donc les Lannister vont vraiment jouer sur la fourberie, bon, c'est des Lannister. Et donc vont miner le moral, des cartes pour pouvoir recruter, faire des mutineries, faire fuir des unités adverses pour les recruter dans leur propre rang. Et alors que les Stark vont plutôt être axés sur la mobilité et sur le combat. Pour rebondir aussi sur le gameplay du jeu, on est sur des figurines qui sont posées sur du plateau, comparables à Warhammer Battle. On va avoir un petit peu près les mêmes tricks de roue avant chargée ou de blocage d'unités avec des unités plus faibles et plus petites dans leur angle. Sauf que ici, c'est moins frustrant puisque pour le coup, on est sur de l'activation alternée unité par unité, amis et ennemis. Toi, au niveau du gameplay et du jeu et de sa profondeur, comment est-ce que tu positionnes ce jeu? Est-ce que c'est pour les compétiteurs? Est-ce que c'est pour les joueurs casual? Où est-ce que tu le mets? Le jeu est très accessible, a une apparence de simplicité, mais c'est un jeu de placement et de combo, parce que les cartes et le plateau politique vont apporter beaucoup d'effets qui vont se combiner, et avant de maîtriser sa faction, il va falloir un certain temps, et ça apporte une certaine profondeur qui apporte beaucoup de richesse au jeu. Tu m'as confié que tu étais un joueur de Warhammer Battle jadis. Est-ce que dans ce jeu, tu retrouves le même plaisir de jeu et surtout la même perspective de complexité? Alors oui, j'y trouve mon compte, parce que le jeu, malgré son apparence simplicité dans les règles, a beaucoup de profondeur du fait du plateau, des cartes, des combos à faire. L'activation alternée apporte beaucoup, on va se faire beaucoup de nœuds dans le cerveau pour savoir est-ce que je vais déployer une unité sur le plateau tactique, est-ce que je vais activer cette unité pour charger avant de me faire charger, est-ce que je temporise un petit peu sur un flanc du champ de bataille pour attendre que mon adversaire s'approche avant de pouvoir l'attaquer, ainsi que ces unités aient été activées. Donc il y a beaucoup d'effets et on prend beaucoup de plaisir sans se prendre la tête à pinailler sur des petits trous, des petits mouvements. Enfin, tous les mouvements sont fluides. Pour entrer un petit peu plus maintenant dans la partie modélisme, on est sur une boîte qui est relativement bien fournie en termes de figurines. Ici, on va être sur du plastique dur. On précise quand même que toi, tu es ici en tant qu'animateur pour Cool Mini or Not, mais que tu ne fais pas partie de cette entité. Donc, tu vas avoir cette objectivité-là du modéliste, on va dire ça comme ça, pour avoir peint une boîte. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, les figurines sont très détaillées, les personnages sont magnifiques. Les figurines sont en monobloc, ça peut être un souci pour peindre certains détails cachés. Et bon, on peint que ce qu'on voit. Et surtout, il y a très peu de lignes de moulure. Donc on peut presque les peindre à la sortie de la boîte, se coucher, peindre directement. C'est vraiment un plaisir de peindre parce qu'il y a suffisamment de détails pour que les figurines soient belles, magnifiques, mais elles ne sont pas laborieuses à peindre. Heureusement, parce qu'il y en a pas mal à peindre. On continue la découverte de Game of Thrones avec Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Nathalie, je suis la responsable marketing pour Cool Mini or Not en Europe. Et c'est donc toi qui vas nous parler du suivi de la licence Game of Thrones, parce que comme on l'a appris tout à l'heure, en fait, vous avez la licence de l'œuvre littéraire en fait. Absolument, donc c'est vraiment une gamme qu'on espère suivre sur le long terme. C'est un produit qu'on va développer et notamment sur lequel on va développer du jeu organisé. Donc pour vraiment un produit très compétitif. On est actuellement en cours de recrutement pour quelqu'un qui va s'occuper du jeu organisé, donc 2 personnes, on espère en tout cas, une personne sur l'Amérique du Nord et une personne en Europe. C'est des personnes qui vont travailler main dans la main pour proposer vraiment du jeu organisé adapté à chaque territoire. D'accord, donc déjà ça c'est une super nouvelle. Au niveau des prochaines sorties, aujourd'hui donc il y a eu un Kickstarter l'année dernière sur la boîte de base, il est sorti en courant d'année, il a surtout été traduit en français, enfin, en tout cas pour le marché français et il est arrivé à Noël. Aujourd'hui on a donc la boîte de base avec les 2 factions, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avenir plus ou moins proche? Donc là, en plus de la boîte de base, sont déjà disponibles quelques unités supplémentaires pour les factions déjà existantes, à savoir les Stark et les Lannister. On a quelques unités supplémentaires, Stark et Lannister, et puis leurs alliés proches aussi, les Tully, les Bolton, qui sont actuellement dans le container en provenance de Chine. Quelques factions neutres aussi, donc qui seront jouables aussi bien chez les Stark que chez les Lannister. Et puis pour les prochains produits, on aura donc cette boîte-là, qui est donc la garde de nuit, qui sera suivie évidemment par des unités supplémentaires pour la garde de nuit également. Et puis en milieu à fin d'année, une 2e boîte pour un joueur, pour les sauvageons, et comme d'habitude les unités supplémentaires également. Donc au niveau du jeu organisé, notre ambition c'est vraiment de couvrir tous les besoins, c'est-à-dire partir aussi bien du local, c'est-à-dire soutenir les associations, les magasins au travers de kits d'animation,
que les gens pourront se procurer auprès de leurs distributeurs. Et nous, en tant qu'éditeurs, on veut également proposer des qualificatifs régionaux pour une finale nationale et pourquoi pas l'année prochaine une finale mondiale. Bah écoute, en tout cas, ça fait super plaisir de voir que Cool Mini or Not justement prend à bras le corps leur nouveau jeu et justement a vocation à supporter aussi la communauté sur le suivi d'un jeu et pas uniquement d'un projet. Un grand merci à toi Nathalie pour la présentation de Game of Thrones et nous on continue avec le Fige. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Leonidas Vesperini, donc le fondateur de Mythic Game, pour nous parler justement des projets en cours et des projets de demain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'actualité du Fige ? Eh bien, merci Julien encore d'abord de cette nouvelle possibilité pour nous de vous parler parce qu'on adore ce que vous faites, vous avez une super communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le Fige ? Eh bien, on est là avec notre plus gros stand depuis qu'on existe. Premier truc, c'est que les gens peuvent venir ici pour essayer nos jeux. Et il y a 3 Kickstarter en cours. Le premier a été livré, c'était Mythic Battles. Et là, maintenant, il y en a 3 autres qui sont en cours, qui sont Jeanne d'Arc, qui arrive très bientôt, Solomon Kane, dont on avait parlé, et Reich Busters, qui est le tout dernier qu'on a fait. Qui est encore en cours d'ailleurs en termes de late pledge. Exactement, qu'on peut acheter toujours sur Game on Tabletop, et qui est donc encore un autre type de jeu. Et donc on a 7 tables, et on peut essayer tous ces jeux en ce moment sur Cannes. Et puis bon, à Cannes, c'est aussi souvent l'occasion de pouvoir annoncer et teaser un peu sur des nouveautés. Donc c'est voilà. Ça, on va en parler juste après pour revenir un petit peu donc, sur l'actualité. On va partir au niveau de la timeline uniquement sur Jane of Arc. Donc qu'est-ce que vous aviez lancé il y a 1 an et demi, qu'on avait découvert, nous en tout cas, l'année dernière au Fige. Fige pendant lequel vous aviez aussi profité pour lancer Solomon Kane. On y parlera justement au deuxième sujet. Déjà sur Jane of Arc, le Kickstarter a extrêmement bien marché. Ça a battu énormément de records, parce que je crois que vous avez fait 4,4 millions de ventes dessus. En comprenant le late pledge et le pledge manager, oui, 4,4 millions, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit statut, nous rappeler l'univers très rapido, comment fonctionne le jeu, ou un petit peu l'exclusivité de jouer avec une toute petite échelle, quelque chose d'inédit on va dire, et quand est-ce que vous allez livrer ? Alors c'est vrai que c'est un projet qui est unique en son genre, il n'y a pas d'équivalent je crois sur Kickstarter, parce que déjà par son échelle, on a choisi de faire un jeu à une échelle 2 fois plus petite que d'habitude, donc au lieu de 32 mm c'est plutôt du 16 mm, mais ce ne sont pas des pions, ce sont des vraies figurines. Et quand on les voit, quand on voit les figurines peintes, on se rend compte que ce sont des vraies figurines. Et ça donne vraiment l'impression que vous avez fait une figurine à l'échelle 28 mm et que vous les verrez ici. Ben oui, il y a tous les détails. En fait, on a réussi, parce qu'on a changé la technique, on a réussi à faire quelque chose qui soit lisible, visible, avec plein de détails, et qui soit agréable à peindre, et qui permette évidemment, qui offre les avantages de cette miniaturisation, qui est qu'on peut jouer avec beaucoup de figurines, avec des décors, des bâtiments, des églises, des arbres à l'échelle sur une petite table, alors que sur des armées aussi gigantesques, il faudrait des tables de 3 mètres sur 2. Là, on peut jouer sur la table de son salon. Et ça, c'est déjà une innovation. Et ensuite, c'est un jeu un peu bac à sable qui permet de jouer de différentes façons. Donc, il y a la façon de jouer en scénario. Donc là, on joue des scénarios. Ça peut être des scénarios d'enquête où on va se balader, on va interroger des gens, on va rentrer dans des maisons. Dans cet univers-là, dont on peut reparler, ou ça peut être le mode bataille, où là ça ressemble plus à un... Wargame, le Wargame, c'est justement là où je voulais qu'on fasse un petit focus. En fait, c'est que nous à l'époque on avait testé le mode histoire avec le loup-garou, le scénario phare en fait de démo, et on avait déjà entendu parler du fait de faire des batailles à grande échelle justement sur un plateau mais avec énormément de figurines. Or, il paraît que maintenant ça a été développé et qu'il y a même du match play qui est justement sec, on va dire au niveau des règles. Absolument. Ce que nous avons décidé, c'est que ce mode bataille, qui est pratiquement un nouveau jeu dans le jeu, donc quand les gens vont recevoir leur jeu, ils auront bien sûr je crois qu'il y a 40 scénarios, 42 scénarios, ils auront tout ça. Pour 42 kg de boîte. 42 kg de matériel, ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ont pris le all-in, c'est 42 kg. Il faudra prévenir le facteur. Mais ils vont recevoir ça, mais en même temps, ils vont avoir accès au mode bataille qu'on va mettre en ligne au moment de la livraison du jeu. Pourquoi on le met en ligne? Pourquoi on n'a pas fait un document à l'intérieur? Parce qu'on veut que ce soit mis à jour régulièrement en fonction des retours lors des tournois, des retours que nous feront les joueurs, pour rester toujours équilibré. Puisque le principe, c'est qu'il y aura des listes d'armées, différentes listes d'armées,
les deux joueurs qui s'affrontent décideront dans quel contexte ils veulent jouer. Est-ce qu'on veut jouer dans un contexte purement historique? Est-ce qu'on veut jouer début de la guerre de 100 ans, fin de la guerre de 100 ans? Est-ce qu'on veut jouer, on veut rajouter les éléments fantastiques, donc les créatures, les dragons, le diable, les squelettes, etc. Ils choisissent déjà ça, et ensuite on a des listes d'armées, et donc les gens créent leur armée, elle coûte un certain nombre de points, et ensuite ils s'affrontent. Et si on voit au fur et à mesure, alors nous on est en plein playtest en ce moment, c'est génial d'ailleurs, je me suis éclaté à le faire parce que c'est vraiment un nouveau jeu, je pense que ça intéressera largement autant que les scénarios et c'est complètement différent comme sensation. Mais si les gens aiment bien et nous font des retours et qu'on se rend compte que certaines unités auraient dû coûter plus cher, eh bien on met à jour sur le site et hop, ils ont les nouvelles valeurs officielles. Je trouve ça très positif en tout cas d'écouter la communauté et d'essayer de maintenir un équilibre, de modifier parfois ce qu'on appelle le metagame, entre guillemets, hein, différent de l'époque, des scénarios et de la puissance intrinsèque des différentes armées qu'on pourra constituer avec des modèles prédéfinis, ce que tu nous as dit. Et moi ma deuxième question c'est que ça amène aussi un suivi du jeu derrière. Et c'est un petit peu la doléance qu'on va émettre sur certains Kickstarter du marché, c'est justement l'aspect du on le sort et derrière, il n'y a pas vraiment de suivi ou de nouveauté. Tu nous avais déjà annoncé la dernière fois que Time of Legend était une pseudo-licence sur laquelle vous allez pouvoir sortir plusieurs univers. Déjà au niveau de Chain of Hearts, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà ce que je peux dire c'est que nous essayons de beaucoup communiquer avec nos backers, ce qui fait que toutes les semaines, il y a une mise à jour, un update sur Joan of Arc, ce qui fait qu'ils savent exactement tout ça. Mais Joan of Arc, c'est évidemment un jeu, comme tous nos jeux d'ailleurs, qui ne va pas s'arrêter au moment de la livraison. La livraison, c'est le début de l'aventure du jeu. On va organiser plein de choses, on va faire des tournois, on va proposer des nouveautés, des extensions aussi pour le jeu, et on va continuer à faire des démos sur les jeux partout où on va. Et bien sûr, on va écouter les joueurs. On a plein de choses qui sont prévues. Il va même y avoir un jeu vidéo qui va sortir avec un éditeur de scénario. Il y a un jeu de rôle qui est sorti. C'est une gamme qui est amenée à se développer. On a plein de choses et je peux vous assurer qu'au moment de la sortie, ça va être l'explosion parce que on va faire des tournois, on va faire des animations, on va faire à nouveau des vidéos pour montrer justement ce que permet le mode bataille. Voilà, ça va être. On a hâte d'y être. D'accord. Tu parles ici de tournois. Au niveau des boutiques, comment est-ce que ça se passe aussi? Enfin, il y a quand même encore une fois des doléances sur les Kickstarter, sur les oubliés qui sont les magasins. Si jamais tu veux faire vivre un jeu, en tout cas demain, dans la continuité justement de son histoire, comment est-ce que tu vas gérer ça? Eh bien justement, on a une annonce intéressante à faire, c'est qu'on travaille sur, et il va y avoir une version boutique de Jeanne d'Arc. Il y avait le choix, on pouvait dire non, ça sera qu'un Kickstarter et le jeu sera disponible que sur Kickstarter parce que c'est vrai que dans sa version Kickstarter, c'est impossible de sortir ce jeu en boutique. Il coûterait 400 $, ça serait un truc de dingue. 40 kilos. Et, ouais, 40 kilos. Donc, par contre, on s'est dit, on a tout ça qui est fait, on a tous les moules, on a tout le matériel. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une version boutique pour faire vivre le jeu justement, sortir des extensions également en boutique, même des mini-extensions, quelque chose un peu à la carte. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va sortir un jeu en boutique en fin d'année qui sera sans doute aux alentours de 60 €. Hein. Donc le jeu aura une vie. On espère organiser des tournois, certainement en mode bataille parce que c'est ce qui se prête le plus. On ne va pas aller dans des boutiques faire des tournois sur des scénarios, ça n'a pas de sens. Mais par contre sur le mode bataille c'est possible. Voilà, donc ça d'ici la fin de l'année, il y aura ça. Et puis avant ça, il y aura peut-être aussi, si le jeu est bien reçu au moment de la livraison, et que les gens veulent la version Kickstarter, on fera peut-être un effort pour eux aussi. On va se rapprocher des nouvelles annonces en allant cette fois-ci sur Solomon Kane. Est-ce que tu peux encore une fois très rapidement nous rappeler l'univers, le style de jeu et où est-ce que vous en êtes à l'état de projet? Alors Solomon Kane, c'est donc le projet qui a suivi Jeanne d'Arc. Comme chacun de nos nouveaux projets qui n'a rien à voir avec le précédent, on essaie tout le temps d'entraîner nos joueurs dans des univers différents, des styles de jeux différents, sans jamais se répéter, pour que s'ils aiment ce que nous faisons, ils se disent, en fonction de leur humeur, des gens avec qui ils sont, de ce qu'ils ont envie de faire, du temps qu'ils ont, ils puissent choisir un jeu ou un autre. Et là, on est en effet dans un jeu totalement différent. On est dans un univers dans le XVIe siècle gothique. Solomon Kane, c'est un personnage de nouvelles. L'auteur de Solomon Kane, c'est Robert Howard, celui qui a fait Conan, et c'est son deuxième personnage le plus emblématique. C'est un peu le chasseur de sorcières. C'est un puritain qui est voué à éliminer le mal dans ce monde. Pour la nouvelle génération, c'est comparable à Van Helsing. Ouais, c'est ça. Van Helsing, le look de Van Helsing s'inspire de Solomon Kane. Van Helsing ou un peu The Witcher aussi, c'est un peu ce genre de choses-là. Et les nouvelles racontent des histoires.
Et ce qu'on va faire dans ce jeu-là, il est un peu, j'allais dire presque conceptuel en fait ce jeu. On joue ensemble des vertus cardinales qui vont aider, donc des forces surnaturelles et invisibles qui vont aider Solomon Kane dans sa quête. Parce que le personnage dans les nouvelles, il est unique. Et on voulait faire un jeu coopératif, difficile et très immersif qui raconte une histoire. Et donc les joueurs vont jouer chacune des vertus cardinales qui ont vont pouvoir aider Solomon Kane. Il y en a une qui va l'aider plutôt dans le combat, une autre qui va l'aider plutôt dans les interactions, les discussions, une autre qui va l'aider dans la possibilité de découvrir des indices. Et donc on joue cela et on vit une histoire du début à la fin avec des figurines qui sont, comme on essaie toujours de le faire très très belle. Vous avez fait énormément de bruit justement sur le dernier fiche, en tout cas Solomon Kane était très fin et en plus déjà à l'époque vous aviez une super peinture dessus, donc c'était assez impressionnant et vous aviez fait un diorama d'une ruelle médiévale, enfin du 15e siècle, c'est assez appréciable. Là tu parles beaucoup d'histoire et je crois d'ailleurs que le nombre de lignes en tout cas et le nombre de lignes des scénarios du jeu a un petit peu explosé justement pendant la conception. C'est vrai que ce sont des Kickstarter, donc quand nous allons sur Kickstarter, c'est pas une précommande, c'est un projet qu'on a avancé le plus possible pour pouvoir le montrer aux gens et voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais derrière, on peut encore plus avancer. On peut encore plus avancer et c'est exactement ce qu'on a fait. Le concept du jeu, on a cherché à l'améliorer. On a entendu les critiques des gens. Alors pas les gens qui jouaient, ils étaient bien, mais au moment où on a présenté le jeu la première fois, certains en voyant les vidéos se disaient il se passe pas grand chose ou ils se rendaient pas compte de la force du jeu lorsqu'on le joue vraiment. Et donc on s'est dit il faut qu'on améliore ça et donc on a développé encore plus le moindre aspect du jeu pour que ce soit tout le temps narratif, qu'il se passe tout le temps quelque chose, que les combats soient pas limités à un jet de dés, mais en fait, pendant le combat maintenant, par exemple, on va pouvoir développer différents styles. On va pouvoir décider d'être plutôt défensif ou d'essayer de tenter une botte, de pousser le joueur. Tout ça est raconté à chaque fois. Et en plus, évidemment, on a développé tous les différents aspects de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fonction des choix des joueurs et de ce qui se passe, leur réussite ou pas dans les objectifs, l'histoire prendra un tournant différent. Ce qui fait que quand on rejoue l'histoire, elle se déroulera vraisemblablement pas de la même façon. Et quand on regarde le volume de texte final que ça fait, on a calculé, on en est à l'équivalent en volume de texte de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est du jamais vu, je crois. Il y en a qui ont commencé, ils l'ont jamais fini, tu sais. Mais là, c'est sur des cartes. On a 2500 cartes qui racontent une histoire. Ça va être un truc incroyable. Je pense que la meilleure pub qu'on aura, c'est quand les gens recevront le jeu, qu'ils l'essaieront et qu'ils se rendront compte que c'est incroyable, qu'on est complètement happé dans une histoire avec un jeu difficile, sombre, héroïque en même temps et très beau parce qu'on a pris un soin particulier. Je crois qu'on a aussi un nombre record de tuiles, je ne sais plus s'il y en a 80, un truc complètement dingue. Voilà, c'est un jeu aussi, on s'est un peu lâché parce qu'on veut vraiment que chaque jeu soit un événement quand les gens le reçoivent. Alors pour revenir aussi un petit peu à l'échelle globale du planning, donc comme tu l'as dit en fait, donc Jane of Arc est en cours de livraison, il y a une version magasin qui sortira en fin d'année. Le Kickstarter de Solomon Kane avait été annoncé au dernier fiche, donc il y a un an jour pour jour. Le projet caisse avait duré sur l'été. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes au niveau de la fabrication et surtout quand est-ce que ça sera livré? Eh bien, on est justement dans cette phase d'écriture. Alors, ça demande beaucoup de temps. On a 5 personnes qui travaillent à plein temps, tous les jours, sur les scénarios, l'équilibrage. Et là, on arrive vers la fin du processus. On avait annoncé une date estimée sans doute aux alentours de cet été, enfin pour cet été. On aura vraisemblablement du retard, on préfère le dire maintenant, mais ça sera livré cette année. En tout cas, s'il le faut, on séparera encore en 2 vagues, mais c'est sûr qu'on livrera cette année Solomon Kane. Yes. Et donc, derrière Solomon Kane, vous avez sorti un petit projet un petit peu du chapeau, puisqu'il s'est fait très vite. Quel était le suivant? Le suivant, c'est Rage Busters. Et là encore, on part dans quelque chose de totalement différent. Rage Busters qui est toujours accessible en ce moment. C'est toujours un jeu qu'on peut acheter sur Game On Tabletop. Alors Rage Busters, là c'est un jeu si on veut jouer en coopération, on veut plein d'actions, on veut tirer plein de coups. Avec du badass. Hein. Ouais, du badass, on veut des monstres nazis, horribles, etc. Un jeu un peu, voilà, Wolfenstein en fait, ouais, le jeu de PC Wolfenstein et Inglourious Bastard en termes d'inspiration sur la mentalité, on va dire, de certains protagonistes. Exactement. Donc le cadre du jeu, c'est on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis sont sur le point de perdre la guerre, mais
Ils ont une cartouche, une dernière cartouche, c'est qu'ils ont découvert une source d'énergie magique qui s'appelle le vril, qui est très difficile, qui est très instable, très difficile à maîtriser, mais s'ils y arrivent, ça pourrait retourner la guerre. Et donc, ils font des expériences dans un château au cœur de l'Allemagne. Alors, ils transforment des morts en zombies, ils peuvent même modifier le métal et animer des sortes de mechas, ils peuvent donc des panzers, des Vrindpanzer, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Et ça va très loin, hein, parce que ils ont aussi trouvé un portail, ils ont vu un portail apparaître pendant qu'ils faisaient ces expériences, et après ils ont réussi à le stabiliser. Ça leur permet d'aller dans un autre monde où se trouvent des aliens qui eux maîtrisent naturellement cette énergie. Donc petit à petit dans le jeu, en faisant tous ces scénarios, on arrive à relier toutes ces histoires entre elles. Les alliés, ils savent pas tout ça, ils savent juste que les nazis ont trouvé cette source d'énergie, et ils savent que quelque chose se trame dans le château. Donc ils réunissent une équipe de têtes brûlées, de héros badass, de différentes nationalités qui sont capables de plein de choses, et c'est ces personnages-là qu'on joue. Chacun a sa spécialité. Donc il peut y avoir Claudine, la résistante française, qui est une spécialiste des explosifs. Il peut y avoir Quentin, qui est un agent très rapide, très silencieux, qui utilise un arc pour pas faire de bruit, parce que le jeu est divisé en deux phases. Il y a une phase d'infiltration dans le château où il faut ouvrir les portes, éliminer les adversaires très rapidement sans faire de bruit, parce que sinon on risque de déclencher l'alarme. Et puis il y a une deuxième phase, l'alarme se déclenchera inévitablement parce que au fur et à mesure du temps, on se rapproche du moment où l'alarme est déclenchée. Et dans la deuxième phase, alors là l'alarme est déclenchée. Alors là, c'est des hordes d'ennemis. C'est la testostérone. Voilà, exactement. Alors là, on peut sortir les gros flingues, on peut faire du bruit, et on essaie d'accomplir son objectif et de sortir. Parce qu'au début de la partie, on a un objectif qui peut être d'aller récupérer tel dossier, qui peut être d'aller éliminer tel savant fou, ou qui peut être de libérer un prisonnier. Ça dépend des scénarios, parce qu'il y a deux façons de jouer dans le jeu. On joue soit dans le mode campagne, on doit gérer ses personnages d'un épisode à l'autre, on découvre ce qui se passe, soit on joue dans le mode le plus accessible, qui est le mode raid. Et là, on tire au hasard un objectif, on tire au hasard une map, c'est-à-dire différents lieux. Ça peut être soit sur le haut du château, soit dans les sous-sols du château, et puis différents endroits. Donc on constitue la map. Et enfin, on détermine au hasard le type d'ennemi qu'on a, c'est-à-dire le Vrindmeister et les adversaires qui vont être autour de lui. Et ensuite, on choisit son équipe. Donc on a une carte d'équipe qui va donner des capacités spéciales aux personnages de cette équipe, et on joue. Et donc ça se joue dans la soirée. C'est une sorte de génération aléatoire de scénarios qui fonctionne pour des parties quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas envie de s'engager sur une campagne. Et au niveau du projet, vous en êtes où? Comme tu le disais, là on est vraiment sur du late pledge, mais où est-ce que vous en êtes au niveau justement de l'édition des règles, des figurines et de la livraison? Eh bien, là, sur ce projet-là, j'ai le plaisir de dire et la fierté de dire que on est dans les temps, et qu'on tiendra la date estimée de livraison, qui était la fin de l'année. C'est l'année des livraisons. C'est l'année des livraisons. C'est cette année où on va livrer tous les jeux qui étaient en cours. D'ailleurs, là aussi, hein, pour chacun de nos jeux, on fait un update hebdomadaire. Tous les mercredis, les gens sont informés de l'évolution. Quand on a des annonces à faire, bonnes ou mauvaises, on les fait. C'est-à-dire que si on sait qu'on a du retard, on le dit. Si on sait que tout va bien, on le dit. C'est pas de la langue de bois. On est très transparent vis-à-vis de nos backers, et c'est pour ça qu'ils nous font confiance. Et c'est vrai que sur Reichbusters, on a changé un petit peu. On s'est dit, il faut arrêter les projets démentiels, Seigneur des Anneaux, la quantité, ou alors 42 kilos pour Jeanne d'Arc. Là, on a fait quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, et on est bien avancé. Là, on a pratiquement fini la production des scénarios, et on attaque la maquette, et donc il sera livré avant la fin de l'année. Voilà. Yes. On a fait le tour, donc ce qui était derrière nous, même à nos pieds. Et hier, vous avez justement fait une nouvelle annonce, et vous apprêtiez, au moment où on tourne, à en faire une nouvelle. Absolument. On reste dans la timeline, on va s'attaquer à Elle, donc ce que vous avez annoncé hier. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte? Voilà. Alors, ça s'appelle Hell, The Last Saga. Hell, H-E-L, un seul L, qui est donc un terme scandinave. C'est un projet qui a mûri pendant très longtemps au sein de notre équipe. Les deux concepteurs de cet univers sont
David Rakoto qui a fait un petit peu l'univers et Christophe Madura qui a fait la direction artistique et qui sont les auteurs du jeu World of Smog de chez Cool Mini or Not, Rise of the Moloch. Et là, ce projet-là, c'est encore un jeu qui est totalement différent. C'est un jeu de plateau, vraiment jeu de plateau, limité, très maîtrisé là aussi. C'est un petit projet. Jeu de plateau à figurines. Jeu de plateau avec figurines. Alors, il n'y aura pas beaucoup de figurines. Il y aura les figurines des personnages principaux. Et puis après, il y aura des options si on veut avoir des figurines pour représenter les tokens. Hein. Mais on n'est pas obligé. On veut un jeu qui ne sera pas trop cher. Et on veut un nombre de figurines limité. On veut que ce soit limité. On va plutôt dans cette optique en ce moment pour justement essayer d'avoir une livraison rapide et quelque chose de maîtrisé. Et en fait, on s'adapte aussi à l'évolution du marché. C'est-à-dire que si les gens aiment ce jeu-là, si ça marche bien et qu'ils demandent et qu'ils en veulent plus, on fera des nouvelles saisons pour compléter. Est-ce que tu peux nous parler de l'univers? Alors oui, bien sûr. L'univers est très particulier. Il est assez sombre, il est même très sombre, très mystérieux. On est en l'an 999 en Scandinavie. L'évangélisation des peuples scandinaves arrive vers sa fin. Certains se sont convertis, d'autres veulent garder leur culture et leurs croyances. Donc ça crée des tas de conflits, de difficultés dans ces pays. Et à cette époque, ils découvrent aussi une nouvelle terre, qui pourrait être le Groenland, on ne sait pas trop en fait. Et ils ont envoyé une première expédition qui est allée s'installer dans ces nouvelles terres qui sont promesses de richesse, de culture. C'est un peu une sorte de paradis pour eux. Et donc ils envoient une expédition et puis des semaines, voire des mois après, pas de nouvelles. Et ils décident d'envoyer une deuxième expédition pour rejoindre les colons et voir un petit peu comment ça se passe. Cette deuxième expédition, les membres de cette deuxième expédition que vont jouer les joueurs. Il se trouve que pendant le trajet, ça s'est très mal passé. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Alors, au début du jeu, ce qui s'est passé exactement pendant ce trajet changera à chaque fois. Ça pourrait être que les difficultés qu'ils ont eues, ça peut être qu'ils se sont disputés entre eux, ça peut être qu'ils ont été affamés, dû manger leurs chevaux tellement voilà, c'était difficile, ça peut être qu'ils ont eu une maladie. En tout cas, ils ont eu beaucoup de morts. Et ça, il y aura un impact sur le setup du jeu de plateau? Complètement. Le cadre initial changera à chaque nouvelle partie. Et ça aura un impact sur ce que va être la partie quand on va la jouer. Et donc, ils arrivent réduits, ils sont plus que 12 survivants. Et c'est pas que on n'est pas dans la caricature, hein, c'est pas que des guerriers, on n'a pas que ça, que des gros berserkers. Non, il y a tous les représentants de la société viking qui sont là, qui sont dans ce drakkar, qui sont des colons qui veulent aller rejoindre les autres. Il peut y avoir bien sûr le Jarl, qui est celui-là, une sorte de chef qui va donner des bonus, qui inspire les gens et qui les rassure. On peut avoir la chasseuse ou le chasseur, les guerriers, les chefs, la reine, qui peut aussi se trouver. Il peut y avoir des rangs inférieurs comme le forgeron, le barde, mais il peut y avoir aussi des rangs inférieurs comme les enfants, les esclaves, les fous. Ils seront tous jouables en fait d'ailleurs. Et ils seront tous jouables. Et quand ce groupe de survivants arrive, alors qu'ils s'attendaient, ils avaient des grands espoirs, ils sont très déçus parce que c'est pas du tout ça. Ils arrivent à un endroit qui est sinistre, qui est froid, qui est plongé dans une brume permanente. Il y a la menace d'une forêt autour d'eux qui les inquiète. Et surtout, il n'y a plus personne. Il n'y a plus aucun des colons qu'ils s'attendaient à voir. Et pire que ça, le drakkar des prédécesseurs a été planté verticalement comme une sorte de totem au milieu du camp. Et donc face à ce mystère, les joueurs vont devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout survivre. Donc ils vont devoir s'organiser. Donc par rapport aux survivants, si on est 4 joueurs, on répartit en fait le nombre de survivants. D'accord, donc 3 survivants par joueur. 3 survivants par joueur si on joue à 4. Si on joue à 3, il y aura 4 survivants, etc. Pour l'instant, on ne peut pas jouer en solo. C'est semi-coopératif dans le sens où les gens vont devoir survivre d'abord. Hein. Le jeu va être assez mortel régulièrement. On perdra un membre, il y aura un personnage qui mourra. Mais on en joue plusieurs, donc chacun a ses motivations personnelles. Et donc le but c'est d'abord de survivre, mais c'est également de réussir ses motivations personnelles pour écrire la dernière saga qui est le sous-titre du jeu,
puisque pour les Vikings, l'important c'est l'honneur, c'est de marquer l'histoire et c'est qu'on puisse parler de vous, qu'on puisse raconter une saga. Donc déjà au niveau du jeu, on peut voir une première cinématique qui va être le farm au début, la récolte en fait, l'installation du camp et donc la survie, dépendamment de l'histoire qu'on a mis au moment de la mise en place, ça va être de chercher du bois, de la nourriture et ainsi de suite. Et derrière en fait, chaque arc scénaristique des personnages en fait amèneront leurs propres objectifs. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au départ il faut survivre et donc ça veut dire se positionner dans le camp, soit pour aller récolter du bois, crafter comme on dit aussi, soit aller chasser donc dans la forêt ou alors aller pêcher, soit faire du feu. Donc les joueurs vont devoir se positionner sur des points précis de la map pour faire quelque chose. Évidemment, il y aura un ordre et donc certaines places vont être plus convoitées que d'autres et de temps en temps on plante des petits coups de poignard dans le dos des autres. Hein. Ça va être un jeu un petit peu dans cette ambiance-là. Il faut survivre. Si on ne s'organise pas, on ne survit pas et on mourra vite et la partie sera terminée. Au niveau du format, vous avez déjà une idée de la durée d'une partie ? Oui, ce sera une partie qui ne sera pas très longue. Ce sera 1 heure, 1 heure et demie à peu près, une partie complète. Et puis il y a une menace. En plus des conditions climatiques difficiles, il y a une menace représentée par ceux qu'on appelle les hostiles. Et là, je ne vais pas trop en dire, mais il va y avoir des choses plus anciennes que ceux qui le croyaient. Ils pensaient que leur religion était là, et puis il y a des choses peut-être... Au niveau des figurines que vous avez montrées, il y a des trucs un peu malsains. Voilà, exactement. Je ne vais pas trop en dire, mais ce que je peux dire, c'est que ça va évoluer vers le Surviving Horror Viking. En gros, un mélange entre... le 13e guerrier et The Thing, tu vois, pour donner l'ambiance du jeu. Au niveau projet, c'est un KS qui va voir quand de jour, quand est-ce que vous allez commencer les démos et si ça fonctionne, ça a vocation à être livré à peu près quand? Alors c'est un KS qu'on compte faire, alors on n'a pas de date précise mais on pense sans doute cet été. Ce jeu a été conçu aussi pour être un jeu de plateau, un matériel limité, réduit pour un prix tout à fait abordable et donc il sortira certainement aussi en boutique. Alors évidemment, les gens qui auront fait le Kickstarter, ils auront eu accès à pas mal d'améliorations cosmétiques, esthétiques, s'ils le veulent, mais tout ça dans un coût limité. Ça sera un petit Kickstarter qui mise beaucoup sur l'ambiance, peu de figurines mais de très belle qualité. Hein. Le but c'est pas de faire un truc avec 50 000 extensions, c'est vraiment un jeu de survie, un jeu de plateau qui va mélanger le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, la coopération et puis des objectifs individuels. À la fin, c'est celui qui aura marqué le plus de points de saga qui gagnera. Donc chacun a ses objectifs. Il faut savoir que chaque personnage a un background très fourni et très détaillé et donc des objectifs secrets à accomplir. Et aujourd'hui, donc ce samedi, vous dévoilez aussi votre futur jeu avec pour le coup une grosse ambition, avec un jeu compétitif, nerveux, qui s'adresse à un public très large. Au niveau déjà du design, on voit quand même quelques similitudes avec ce qui fonctionne au niveau des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Déjà son nom. Alors son nom c'est Super Fantasy Brawl. Alors là on est dans encore totalement autre chose. C'est un jeu fun, rapide, dans un univers fantastique qui parle à tout le monde. Et c'est un jeu compétitif qui a été prévu pour les boutiques, pour le jeu organisé, et donc c'est un jeu qui viendra avec un très gros programme de jeux organisés. Le principe c'est que ça se joue à 2. Après on proposera aussi un mode sans doute 2 contre 2 pour pouvoir jouer à 4. Mais au départ c'est vraiment un jeu à 2. Comme c'est prévu pour du jeu organisé, il y aura du draft. On va pouvoir drafter les personnages qu'on veut jouer, qui vont aller dans une sorte d'arène. Chaque champion vient avec une grosse figurine qui la représente, avec 6 cartes. Et en fait, on draft ces 3 personnages. On doit scorer des objectifs qui sont pour certains visibles, pour certains cachés, sur une arène. Ça s'apprend en 10 minutes, les règles du jeu. Mais par contre, c'est un jeu où il faut beaucoup réfléchir parce que le premier qui a marqué 4 objectifs, ou 5 ou 6, ça dépendra des formats, l'emporte automatiquement et le jeu s'arrête. Une partie, c'est 20 minutes seulement. C'est très coloré, très fun. C'est vrai que c'est très facile à apprendre, mais par contre, il faut réfléchir parce qu'on est tout le temps en train d'essayer d'optimiser. Il n'y a pas de dés, on joue avec des cartes. Donc on peut calculer les choses et donc évidemment le meilleur joueur va l'emporter parce qu'on est tout le temps en train de se poser la question comment optimiser au mieux mes cartes pour le tour. Alors déjà tu as utilisé le mot jeu organisé et ça on adore sur la chaîne, ça veut aussi dire derrière suivi du jeu. Donc déjà pour parler un petit peu du planning et après justement de la suite,
si le jeu est financé, avec des nouvelles compos, des nouveaux personnages. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà donc, sur le planning global? Alors là aussi, c'est un jeu au départ, on ne voulait même pas le sortir sur Kickstarter, on voulait faire directement du retail. On n'est pas encore suffisamment implanté en retail puisqu'on n'y arrive que en fin d'année avec Jeanne d'Arc. Donc on s'est dit, bon bah on va faire un petit Kickstarter pour faire connaître le jeu, voir un petit peu la réception des gens. On ne s'attend pas du tout à ce que ce soit un énorme Kickstarter, ce sera un tout petit Kickstarter. D'ailleurs le jeu il sera vraiment très abordable. Hein. Pour donner une idée, le prix d'une boîte de base en retail, ce sera sans doute 30 €. Donc c'est vraiment c'est un petit jeu. Il n'y a pas beaucoup de figurines là aussi. Mais par contre, on en sortira régulièrement en retail. Dans le Kickstarter, ce sera un petit peu plus gros que ça. On va proposer plus de personnages, qui seront ensuite disponibles en retail. Il n'y aura rien qui va sortir sur le Kickstarter. Vous allez éviter le pay to win, en fait, c'est ce que je disais en off. Voilà, c'est ça. On veut que tout le monde ait les mêmes chances et ait accès à tous les personnages, parce que comme ce jeu sera en retail, on pourra acheter les personnages, les champions individuellement. Donc le but, c'est d'abord de sortir en retail la boîte de base, puis des extensions avec les premiers personnages qui auront été proposés pendant le Kickstarter, qui seront aussi limités. Et puis ensuite, tous les mois, on sort un nouveau champion avec ces nouvelles cartes. Et puis tous les 3 mois, on sort une mini-extension de 3 personnages avec thématique cette fois-ci, mais qui pourront être draftés indépendamment parce que le jeu n'a pas de faction. En fait, on compose les 3 personnages. Donc 2 vecteurs, en fait, le premier, c'est déjà de faire sa bande, sa compo de 3 figurines qui, elles, auront chacun 6 cartes fixes. Et donc, on aura un deck de 18 cartes. Exactement. Qui, dépendamment de la map, en fait, justement, nous permettra certaines latitudes de jeu. Donc, en fait, on est à mi-chemin entre un Hearthstone, un LOL, on va dire ça directement, et aussi un jeu de figurines, puisque c'est aussi votre identité propre, c'est à chaque fois de faire des board games à figurines. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Les cartes qu'on a vont permettre des combinaisons aussi, parce qu'on peut projeter, on peut attirer l'adversaire vers soi, on peut choisir de se défendre aussi. Il y a des cartes qui se défendent. Et quand on regarde le logo, on voit qu'il y a 3 couleurs, il y a 3 types d'énergie magique. Et dans son tour, enfin dans un tour qui est l'activation de ses personnages, puis l'activation de ceux de son adversaire, on ne peut jouer que 3 couleurs différentes. Alors les cartes ont une couleur, là on voit que celle-ci elle est jaune, mais il y en a aussi des rouges, et il y en a aussi des bleus. On peut jouer qu'une carte rouge, une carte bleue et une carte jaune pendant son tour. Donc si on a une carte, si on a 2 cartes jaunes par exemple, avec une qui va permettre de défendre tel personnage et une autre qui va permettre de faire une attaque spéciale à tel autre, eh ben on se pose le choix, si j'utilise ma carte jaune pour attaquer, que l'autre m'attaque le personnage, je ne pourrais pas utiliser ma carte jaune pour me défendre. Donc ça, on a tout le temps des choix à faire. Et donc le projet est lancé quand? Alors le projet, on va le lancer avant l'été ou au début de l'été, certainement. Peu avant Hell, peut-être 3 semaines ou 1 mois avant Hell. La date encore n'est pas fixée, puis on se réserve la possibilité de changer tout ça. Pour l'instant, c'est une annonce pour dire que ça va venir, que c'est un jeu vraiment retail, que c'est un jeu qui mise sur le jeu organisé, que c'est un jeu qui se joue vite, une partie c'est 20 minutes, ce qui fait que les tournois qu'on pourra organiser, ils se feront sans problème en une soirée si on veut, avec 5 rounds. Donc c'est pour... Et aussi avec une méta qui va évoluer en fait, c'est ça aussi qui est très séduisant, c'est l'idée de sortir des personnages qui vont bouleverser les compos tous les mois, ça va avoir un méta mouvant et ça c'est très appréciable. C'est exactement ça, avec comme tous les jeux organisés, on définira des personnages valables pendant 1 an et puis certains sortiront à un moment du format, au fur et à mesure qu'il y en aura eu de nouveaux qui seront venus. Et donc voilà, le jeu va vraiment se prêter à ce jeu organisé qui va être son essence. Le jeu organisé va commencer au moment de la livraison du jeu. C'est-à-dire, ce jeu-là, comme il est petit, on pense le livrer. Alors on pense le livrer début 2020. Et il y aura des régionaux, il y aura des championnats nationaux, donc on aura certainement un champion de France et puis il y aura un champion du monde. Ce qu'on va faire, c'est faire des tournois locaux avec des kits qui seront remis aux boutiques où on pourra gagner des choses. On va vraiment inciter les boutiques partenaires à jouer le jeu. Et puis après, dans les grands salons, on fera des gros tournois. Donc à Cannes, à Essen, à UK Games Expo, à la Gen Con, au moins, pour déterminer sans doute le champion du monde. On n'a pas parlé de l'univers, est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu là-dessus, parce que il y a vraiment énormément d'attrait en tout cas au niveau des wargamers de la chaîne sur ce genre d'univers. Alors l'univers, c'est un univers très fun. L'univers, on est dans le monde de Fabulosa, qui était au départ un monde de guerre.
de guerre permanente pendant des siècles. Les gens, les peuples, les différents peuples ne cessaient de se faire la guerre jusqu'à l'arrivée des magiciens. Les magiciens ont tout réglé. Ils ont dit, mais vous avez faim, vous vous battez parce que vous avez faim, vous n'avez pas assez de récolte et tout ça. Ils créent un banquet et les gens peuvent se nourrir. Ah, vous vouliez un plus grand territoire? Eh bien voilà, on vous crée un nouveau continent, vous pouvez vous y installer. Et donc la guerre a cessé. La guerre a cessé et le temps a passé et au bout d'un moment, les gens ont commencé à s'ennuyer. Quand on a tout, on cherche à se distraire. Et donc c'est là... Il n'y a pas YouTube là-bas. Non, exactement. Il n'y a pas YouTube. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un événement qui est le Super Fantasy Brawl, qui est le plus grand tournoi de combattants du monde et qui attire les foules. C'est vraiment le grand spectacle dans une ambiance bon enfant parce que finalement, ils ne meurent pas vraiment puisque il y a la magie qui est là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils invoquent différentes époques et différents lieux, les plus grands champions de l'histoire. Ils les font venir dans l'arène et c'est les joueurs qui vont montrer qui est le meilleur. En tout cas, ça fait énormément de projets très séduisants et qui ont fonctionné et qui fonctionneront certainement demain avec les futurs KS. Pour récapituler très rapido, donc l'actualité qu'on a aujourd'hui chez Mythic Games, on a la livraison en cours de Jane of Arc, on a une livraison en fin d'année de Solomon Kane. En ce moment, on est sur le late play. Aussi pour la fin de l'année, Rage Busters, il sera... Alors qu'il est toujours pour le coup, il est toujours trouvable, on va dire, en late play. Jusqu'au 2 avril. D'accord. On va avoir avant l'été Super Fantasy Brawl et juste derrière, ça sera suivi par elle, là pour des livraisons certainement en début 2020. Alors début 2020 pour Super Fantasy Brawl, qui est un petit projet très vite. Elle aussi, c'est un petit projet, donc ce sera en 2020, avant l'été. D'accord. Voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Léonidas pour ton temps et justement pour la couverture de tous les projets. Voilà, c'était 5 projets, donc c'est sûr que ça a pris un petit peu de temps, mais merci d'avoir accordé ce temps pour tout ça. Écoutez, en tout cas, on va continuer aussi le Fige avec les autres éditeurs de jeux. On se retrouve donc cette fois-ci les Wargamers sur le stand de WYSIWY Games pour la planète des singes en compagnie de Hervé pour découvrir le Kickstarter qui va sortir incessamment sous peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur toi, qui tu es au sein de WYSIWY Games et qu'est-ce qui va sortir très prochainement? Eh bien Hervé Sagnier, je suis le fondateur de WYSIWY Games. Nous sommes à Cannes pour vous présenter notre jeu sur la planète des singes. Ici vous êtes justement dans la dernière ligne droite avant le lancement du KS et sur les dernières validations de la Fox puisque vous possédez la licence. Absolument, oui, depuis le 19 avril 2017 pour être précis. On a l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire à la fois la version avec Matt Reeves, dernier reboot qui est d'ailleurs très bon, et la version classique de 68. Et pour rentrer un petit peu aussi dans le contenu du KS, dans les jeux que vous allez mettre à disposition, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cet univers? Les grandes lignes, il y aura 2 jeux complètement différents. Il y en aura un basé sur la dernière trilogie, on va l'appeler la Forêt de Muirwoods. Et un second jeu qui sera complètement différent, comme je disais, c'est un petit clin d'œil sur la version de 68. Parce qu'on avait vraiment à cœur de sortir également un jeu sur cette belle aventure qu'a commencé à faire Pierre Boulle. C'est un Français qui a écrit La Planète il y a déjà quelques années. Exactement. Voilà, et il faut admettre qu'on est super fan de cette licence et on vit vraiment une superbe aventure. Vous avez la dernière trilogie où on se rend compte que c'est les humains les méchants et les singes les gentils. Et par contre, dans la version classique, on va l'appeler comme ça, de 68, c'est les singes qui sont méchants et c'est les astronautes, les humains en tout cas, qui sont gentils. Donc dans cette core box, sur la dernière trilogie, on va incarner une escouade de singes contre une escouade de soldats qui va être l'IA du jeu. L'intelligence artificielle sera incarnée par les soldats. Ensuite, on a créé également d'autres modes. On a des modes VS, on aura une totale liberté à ce niveau-là. On a des cartes d'activation, un gameplay, etc. qui permet de le faire. Et donc aujourd'hui, on pourra même incarner un soldat contre une escouade de 5 archers. On pourra décider également de choisir son escouade dès le départ. On pourra choisir de jouer qu'avec les gorilles, tandis que toi, par exemple, tu joueras qu'avec les archers. Donc il y aura vraiment une moult façon de jouer à ce jeu. On va pouvoir laisser une totale liberté de s'exprimer. Et je pense que c'est important parce que nous, en tant que fans,
On ne veut pas rester dans un carcan où tout est verrouillé. On aime bien laisser beaucoup de liberté aussi, pouvoir s'exprimer puis avoir les idées. L'IA est très importante et très bien réalisée, d'accord. Et avec Laurent, justement, on s'est appliqué à ce qu'on puisse jouer surtout seul à ce jeu. Comme tu l'as dit, vous êtes des gros fans justement de l'œuvre déjà initiale et ça se ressent énormément au niveau de l'ADN que vous avez transmis au niveau du jeu. Déjà au niveau du gameplay, comment est-ce que vous avez réussi à le retransmettre avec les lunettes d'un singe? C'est une bonne question, Julien. En fait, il y a quelque chose qu'on trouve vraiment super intéressant aussi dans notre jeu. Dans les lunettes d'un singe, le singe au début il voit un soldat dans la forêt, mais il ne sait pas qui c'est. Lui d'abord il voit une banane et après il voit l'humain. Plus ou moins. Mais en tous les cas, il voit un soldat. Et par contre, il ne sait pas encore si c'est un newbie, si c'est un commando, si c'est un beast of war. Et donc, il va le découvrir à travers le combat. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça fait des rebondissements dans le jeu qui est extraordinaire. Parce que le singe, il se sent fort, il est dans les arbres, il attaque le soldat. Le gars qui n'a pas encore commencé à jouer à notre jeu, il se dit bah c'est foutu. Et non. Et non, c'est Rambo, mon con. C'est Rambo. Et c'est pas Rambo, hein, non, surtout pas. Et voilà, il s'entend. Et donc il tombe sur un commando qui stratégiquement lui retourne et ça change. Donc c'est pour ça que au fil du jeu, il est super intéressant de ne pas oublier le côté stratégique. C'est pas seulement un lancer de dés. Donc ce qui est intéressant aussi pour les joueurs, c'est que dans les premières parties, bien entendu, on ne maîtrise pas la totalité de ce qui se passe. Et quand on se rend compte avec des gens, on se rend compte que la deuxième partie joue complètement différemment parce qu'ils savent ce qui peut leur arriver. Pas d'excès de confiance en étant un singe. Tout à fait d'accord. Voilà. Pour revenir un petit peu sur l'aspect projet, donc là tu nous as un petit peu présenté le jeu, son gameplay ou en tout cas ce qui va faire le charme aussi de jouer des singes. Au niveau du projet Kickstarter, c'est un KS qui va durer combien de temps? Une trentaine de jours. On veut vraiment que ce KS soit à la portée de chacun. Bien sûr que comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, il faut bien sûr calculer les coûts de production. C'est pas parce qu'on a une belle licence que ça y est, on va tout cartonner. On ne paye pas les gens avec des bisous ou avec des bananes pour le coup. Non, voilà. Ça on en a pris conscience dès le départ. On a vraiment charté tout ça. On a plusieurs matrices où on rentre les données pour pas faire n'importe quoi. Il faut que ce soit juste aussi bien pour la personne qui va acheter notre jeu que pour nous. Ça fait plaisir d'entendre en tout cas. C'est vraiment ce qu'on pense. Donc c'est dans le Nord, nous on est comme ça. Mais sincèrement c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est notre premier KS. Donc on ne sera peut-être pas parfait, mais dans tous les cas de figure, on œuvre pour que l'offre soit vraiment adaptée à nos pledgers. Pour parler un petit peu des deux jeux, déjà ce qui avait fait énormément de bruit sur le dernier Fige, c'est le fait que vous proposiez un jeu en 3 dimensions, basé justement sur un plateau et aussi des arbres sur lesquels les singes peuvent monter. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ces mécanismes de jeu? On a amené la verticalité dans ce jeu avec les arbres. Effectivement, quand on fait un jeu avec des singes, c'est intéressant de mettre des arbres dans le jeu. C'est ce qu'on a fait, ce qui fait que ça amène du dynamisme dans le jeu. On a bien sûr les soldats qui sont au sol, dans la forêt, qui évoluent, qui sont aux aguets. Et d'un autre côté, on a les singes qui sont sur leur territoire, c'est-à-dire dans les arbres, et qui sautent de branche en branche. En fait, c'est comme si on avait 2 plateaux de jeu. On ne peut pas tout dire, hein, mais voilà, il faut quand même garder quelques surprises. Mais on va avoir des feuillages différents qui va permettre aux joueurs de personnaliser les arbres, personnaliser leur forêt. On a trouvé un système justement qui permet facilement de changer les feuillages. Et donc voilà, on veut vraiment amener un plus là-dessus. Comme vous avez pu le constater sur notre plateau, on a des grandes zones. Il y a 24 grandes zones. Et on pourrait imaginer justement de poser des arbres à chaque fois qu'il y a une petite croix dessus. Et même sur les extérieurs du plateau. Ça veut dire que là, notre arbre, comment il est conçu, vous avez vu, il y a 4 niveaux différents. Au niveau 1, 2, 3, 4, qui correspond, on a une base de 4 zones à chaque fois, et qui correspond à un feuillage à la base qui est en dessous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir poser des arbres sur les limites du plateau également, extérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déboîter tout simplement 2 feuillages, vous voyez, pour laisser un arbre avec 2 feuillages existants sur le plateau. Cette modularité en fait qui va permettre justement de fermer une carte. Exactement. Et pour le singe également de dire oh j'ai que 2 emplacements cette fois, il faut pas faire le con. Mais en même temps ça nous permet, et ça c'est pour ça qu'on l'a pensé comme ça, de mettre différents arbres sur le plateau et d'avoir le sentiment d'être dans une forêt comme on a retranscrit à travers cette maquette. Mais donc aussi justement comment permettre aux gens d'acquérir ces arbres. On a prévu dans notre campagne de KS une boîte d'add-on où il y aura la possibilité d'acheter d'autres arbres avec des nouveaux feuillages. Voilà.
J'en ai déjà trop dit, hein. Ouais, j'ai pas réussi à en avoir plus, les gars. Pour finir cette interview, Hervé est parti et c'est César qui a pris sa place pour faire un petit récap. Donc, La Planète des Singes par WYSIWYG Games qui possède la licence, et c'est quand même un gros plus, de la série initiale et du nouveau volet, va sortir son Kickstarter fin février. La date n'est pas encore connue, mais ça va arriver vraiment incessamment sous peu. C'est un Kickstarter qui va durer environ un mois, sur lequel justement vous aurez accès à, déjà on a comme information 2 jeux, la nouvelle trilogie et l'ancienne. Ça va être un jeu de plateau avec figurines qui aura l'exclusivité d'être en 3 dimensions, puisqu'on pourra naviguer aussi et à la fois sur le jeu de plateau et au niveau des arbres. Et voilà, un grand merci à toi César de m'avoir accordé ton temps et donné de la visibilité sur ce que sera La Planète des Singes. Oui. On se retrouve donc cette fois-ci les Wargamers sur le stand de Medfan Game, l'éditeur d'Astra East et nouvellement de Mother Earth, et de demain d'autres projets en compagnie de Alexis et de Fabrice. Donc Alexis, tu es le game designer et le fondateur de Medfan Game, et toi Fabrice Tran, tu es le directeur artistique depuis la livraison du premier KS. C'est ça, depuis le 2e KS. D'accord, donc pour revenir un petit peu dans l'histoire de Medfan Game, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quand est-ce que ça a été créé, comment s'est déroulé le premier Kickstarter et qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors donc du coup, Medfan Games, à l'origine c'est Astra East. Donc c'est le jeu d'escarmouche qui est le premier projet que j'ai lancé. Le Kickstarter a eu lieu en janvier 2018 avec une livraison qui était annoncée en septembre 2018, donc de la même année. On a livré dans les temps, donc c'est-à-dire... Et c'est déjà bien. Pour les gens qui découvrent Astra East dans cette vidéo, il faut savoir que c'est un jeu d'escarmouche Heroic Fantasy / médiéval fantastique avec un petit format où on va jouer de 3 à 7 figurines, que c'est 100% français, aussi bien au niveau de la propriété intellectuelle que de l'ensemble du process de fabrication des figurines. Voilà, c'est ça. L'idée de départ, c'était vraiment de proposer un jeu à la française et qui soit produit en France. Donc on a dessiné, on a tout pensé, les systèmes, les tests, etc. On a tout fait en France. On a sculpté les figurines quasi toutes en France parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été sculptées quand même, il faut le dire, par un Italien. Ça reste en Europe. Ça reste en Europe, mais sinon c'est 95%. Tout est imprimé localement, c'est-à-dire à Dijon. Donc j'ai tenu vraiment à travailler avec des locaux, encore vraiment local étant donné que je suis de Dijon. Et la production est française, tirage résine français, assemblage des blisters, des boîtes en France, vraiment c'est du local et du français. Ok, donc le Kickstarter a donc été bien reçu par la communauté, le jeu a assez bien fonctionné avec la première édition. Ensuite, vous avez lancé une deuxième vague de Kickstarter, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors du coup, la deuxième vague de Kickstarter, elle fait suite à plusieurs sondages qu'on avait lancés principalement sur Facebook. C'est-à-dire qu'on avait commencé par demander ce que les joueurs aimeraient avoir comme faction. Et de là est née la faction des esprits. Et donc du coup, on a dit, eh ben, on nous la réclame, alors on va faire ça. Donc le second point de ce deuxième Kickstarter, c'était de créer une boîte pour 2 joueurs qui permettait en fait de démarrer avec 2 factions, de jouer avec quelqu'un et de prendre une boîte et d'avoir le contenu pour commencer à s'amuser. Mais ça a été aussi une deuxième faction. C'est ça. Et puis le but, c'était aussi de proposer aux gens une boîte où il y avait à la fois les décors, une map de jeu, les dés, réglettes, les livres, enfin le livre de règles, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Donc avec cette boîte, on sort tout le matériel, on monte les figurines et hop, c'est parti pour jouer. Et en même temps, on proposait des big guys pour chaque faction, parce que ça c'était important d'avoir des grosses figurines. Oui, la taille ça compte, les gens ils aiment les grosses figurines. Et en même temps de proposer une nouvelle faction d'elfes. Donc en fait dans cette deuxième vague, donc avec ce deuxième Kickstarter, vous avez introduit, comme tu l'as dit, des big guys, donc des figurines un petit peu plus grosses pour chacune des factions. Mais c'est pas tout, puisque au fur et à mesure de la durée de vie de Medfan Game, en parallèle des Kickstarter, vous sortez aussi de quoi étoffer les factions du KS précédent. Voilà, alors il y a une demande de pas mal de personnes de la communauté, c'est-à-dire vous créez des nouvelles factions, mais est-ce que vous allez continuer d'alimenter les autres? Donc évidemment c'était oui, puisque le but réel c'est vraiment de développer le jeu sur la durée. Donc là actuellement on a 2 nouvelles figurines qui sont sorties,
donc en parallèle du second Kickstarter, mais complètement indépendamment, c'est-à-dire une figurine pour la faction des pirates et une figurine pour la faction des barbares. Donc la suite logique, c'est de sortir d'autres figurines. J'attendais. C'est de sortir d'autres figurines pour les factions qui existent de manière en fait à uniformiser. Donc c'est-à-dire on ne va pas favoriser une faction par rapport à une autre. On veut vraiment étoffer pour que tous les joueurs... J'allais dire, qu'en est-il des personnes de petite taille? Les personnes de petite taille vont avoir aussi leur lot de nouveautés. Donc on a prévu... Alors on aurait aimé le montrer à Cannes, mais malheureusement... Tu peux le décrire, hein, ça marche aussi. On n'a pas eu le temps en fait dans le timing, mais on a prévu un ingénieur avec un gros canon. Donc c'est important la taille, Fabrice, tu sais. Surtout pour les nains qui compensent. Ce deuxième Kickstarter avec les nouvelles factions, les Big Guys, devrait donc arriver courant juillet avec une livraison qui est prévue pour le plein milieu de l'été. Voilà, c'est ça. On a prévu juillet et on va tout faire comme pour le premier, c'est-à-dire s'y tenir et vraiment livrer dans les temps. C'est important. On a réussi une fois, alors il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas une seconde fois. D'accord. Après, donc Medfan Games a été lancé avec Astraeus et je crois qu'on a tous eu la surprise aussi de découvrir que vous repreniez une licence existante par le passé, à savoir Mother Earth. Exactement. Donc du coup, on s'est dit, on a un jeu phare, on va dire ça comme ça, qui est Astraeus, mais on veut développer nos univers. Et donc on a eu l'opportunité de reprendre une licence qui est Mother Earth. Et donc là, Fabrice, je me retourne un petit peu vers toi, puisque Mother Earth, c'est quand même une génération d'avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet univers? Qu'est-ce que vous attendez aussi bien à développer que pour Medfan Games? Il faut savoir que c'est un univers qui a une dizaine d'années. Alors je ne vais pas dire que c'est un jeu qui existait, c'est des figurines qui existaient depuis une dizaine d'années. À la base, c'était des figurines qui servaient pour les peintres, qui servaient uniquement à la peinture. Il n'y avait pas de jeu autour. Et c'était lié aussi par rapport à Smog. Il y avait la contrebalance de cet univers de Smog. Smog a été racheté par Cool Mini et nous, on a récupéré Mother Earth. Donc ce qui est bien, ce qui est énorme, c'est qu'il y a déjà un univers dessus, il y a énormément de figurines qui existent, il y a des tonnes de peintures studio qui ont déjà été réalisées, on a déjà toute la gamme peinte, en fait, il faut le savoir, quoi, et les figurines existent déjà. Il y a un background qui est énorme, on a presque une centaine d'illustrations et de concepts en amont qui attend pour le futur, donc on a de quoi montrer des choses incroyables dans le futur par rapport à Mother Earth. Et donc on s'est dit, il nous le faut, on le veut, on l'a et on va le faire. Et donc à partir de là, Mother Earth, on va le développer, on va en faire un jeu d'escarmouche, d'affrontement, de type compétitif comme Astraeus parce que ça marche bien et c'est ce que les gens aiment. Mais en même temps, en parallèle, nous allons sortir un jeu de plateau qui sera... Par contre, lui, sans figurine, mais avec des silhouettes. Avec la compatibilité de l'univers que vous avez. Exactement, c'est ça. Et en fait, ça permettra aux gens qui vont jouer au jeu de plateau, s'ils le désirent, avoir la figurine qui correspond à leur héros, ou les PNJ ou autres. Voilà. Et les gens qui ont le jeu de figurine, de pouvoir aussi avoir le jeu de plateau, de pouvoir aborder le jeu d'une façon assez différente. Parce qu'on aura le jeu de figurine qui sera à la fois compétitif, mais ludique aussi. Et le jeu de plateau qui, lui, sera vraiment ludique parce que ça sera du copé, il y aura du solo, il y aura plusieurs modes de jeu, plusieurs façons de le voir, de l'utiliser, de le jouer, quoi. Et donc, en même temps, c'était assez nouveau pour les gens d'avoir ces deux systèmes. Et même, ce qu'on voit souvent sur le jeu de figurines, c'est que les gens, ils achètent leur faction, mais ils se retrouvent seuls et ils n'ont personne pour tester alors qu'ils ont leur faction. Là, ça sera possible, en fait. Il y aura... On n'en parle pas encore, mais il y aura des moyens de coordonner les deux. Voilà, c'est important de le dire. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, déjà sur l'échelle de Mother Earth, où on sort un petit peu du standard de ce qu'on a l'habitude de voir, et aussi sur le planning de ce nouveau projet? Alors, donc, c'est vrai que, à l'origine, étant des figurines à peindre et à collectionner principalement, on est sur une échelle de 50 mm. Donc, c'est du 1/35e, c'est-à-dire que c'est compatible avec pas mal de fabricants de maquettes, ce qui permet notamment de pouvoir créer de belles tables de jeu avec des décors qui existent pour des dioramas que des fans d'historique. Et qui sont à l'échelle. Et qui sont à l'échelle, voilà, c'est ça. Alors en termes de planning, on aimerait que ce soit cette année, donc évidemment après Astraeus Vague 2, pour que chaque chose en son temps. Voilà, c'est un autre jeu de figurines, un autre développement, donc un autre travail. Donc on aimerait quand même cette année, donc au moins le Kickstarter, après la sortie ça sera probablement à cheval sur 2 années, mais en tout cas on aimerait vraiment lancer une campagne pour ce jeu sur cette année. D'accord, alors excusez-moi je vais un petit peu fouiller, mais en arrivant ici on a découvert
cette petite photo avec marqué le monde de la figurine et il y avait écrit au crayon de papier coming soon. Lequel de vous deux veut bien m'en parler? Alors donc le monde de la figurine, c'est un projet parce qu'avant tout, on est des figurinistes, on aime jouer et on aime montrer aux gens comment ça se passe. Alors donc ce coffret, puisque ce sera un coffret de plusieurs livres, va traiter en fait de tout l'univers de la figurine. Donc c'est-à-dire de comment on obtient une figurine, jusqu'à comment on la peint, comment on réalise des décors dans lesquels on va jouer avec la figurine, où on va faire des dioramas, où on va exposer notre figurine. On a vraiment envie de faire une vue complète du dessin jusqu'à la figurine sur une table de jeu. Alors là, je vais me retourner vers toi, c'est quand même un projet vraiment d'ampleur. On connaît clairement le nom de Fabrice Tran, en fait, qui résonne sur les concours de peinture depuis quelques décennies maintenant. Ouais, une cinquantaine d'années. Non, mais c'est quand même un gros projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment est-ce que tu vas t'entourer? Comment est-ce que tu imagines même ce projet? Alors, ce qui est important dans le détail, il va y avoir un livre sur la sculpture, un livre sur la peinture, un livre sur les décors. Ça va traiter tous les niveaux, du débutant à la personne qui veut faire du concours. Il va y avoir vraiment une évolution à travers chaque bouquin. Moi, j'ai la chance, de par les concours, mes déplacements, tout ça, de connaître énormément de monde sur la communauté internationale. International. Oh yes. Et donc en fait, j'ai contacté tous les gens que je connais dans le milieu professionnel de la figurine au niveau mondial, donc que ce soit des Allemands, des Espagnols, des Russes, des Italiens, enfin un nombre incalculable de pays. Des Anglais aussi. Et donc on va avoir peut-être 30 à 40 auteurs qui vont travailler sur ce projet. Et chacun va apporter sa patte, va apporter ses techniques, parce qu'il faut savoir que dans chaque pays, il y a des façons différentes de procéder, d'aborder une technique. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ça se fait. En termes de planning, ça semble très ambitieux. Est-ce que déjà aujourd'hui vous avez un draft, une deadline, quelque chose? Là aujourd'hui, ce que nous on veut, avant d'annoncer une date ou quelque chose, c'est qu'on ait l'ensemble de nos artistes qui soient engagés sur le projet. On veut vraiment annoncer avec les noms. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on va annoncer, on pourra dire qui travaillera avec nous. Et donc là actuellement, on ne donne pas de date pour ça. D'accord, bah écoute, en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que Made Fun Game est en train de grandir, puisque au niveau du paysage vous allez avoir un jeu de qualité escarmouche, Heroic Fantasy / Medieval Fantastic, un jeu un peu steampunk avec du Mother Earth, et demain quelque chose qui va couvrir la partie modélisme avec le monde de la figurine. Un grand merci à vous deux, je vous avais arrêté à Octogone et ça fait plaisir de voir que ça continue de cravacher, que ça livre dans les temps et que pour le coup vous continuez de surprendre tout le monde avec des sculptures et de la peinture de qualité. Donc un grand merci et un grand bravo à vous deux, quoi. Merci à toi. Et voilà les Wargamers, la 33e édition du FIGE est maintenant terminée. Je vous invite à rester encore quelques instants après la conclusion pour un petit clip bonus. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est très galvanisant puisque l'écosystème des board games à figurines ou des wargames est en pleine émulation, que quasi l'ensemble des éditeurs ont intégré à leur vocabulaire le jeu organisé, et ça c'est très encourageant puisque hier le discours était de partir du board game en intégrant quelques figurines pour pouvoir faire la passerelle avec le wargame, et ici c'est par le jeu organisé, par la rencontre entre joueurs qu'ils espèrent fédérer la communauté, et ça c'est vraiment encourageant. En espérant que ces initiatives venues de tous univers, puisqu'on voit pas mal aussi de licences émerger, aussi bien venant du cinéma ou en s'inspirant de ce qui fonctionne au niveau du jeu vidéo, inspirent les plus grands. Je tiens à remercier la ville de Cannes pour l'organisation du Festival international du jeu, le Graal aussi pour m'avoir invité, qui m'a permis justement de vous faire découvrir cet événement là. Un grand merci à l'ensemble des tipeurs qui ont permis l'investissement dans du nouveau matériel. J'espère que vous voyez que la qualité est en train de monter, et aussi à toi viewer qui a tout simplement regardé cette vidéo. Je vous invite donc tous à la commenter, la partager, la liker et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à plus les Wargamers. Mais le FIGE, c'est pas que des professionnels, à savoir des exposants qui viennent montrer des jeux, c'est aussi des associations, à savoir le Graal, le groupement des associations azuréennes ludiques, qui viennent faire des démonstrations de jeux et aussi organiser des tournois. On voit ça tout de suite. Et le FIGE, c'est aussi une chance et une belle occasion de pouvoir découvrir le palais des festivals, là où on ne peut pas toujours aller, à savoir notamment les loges. On va essayer de rentrer. Déception.
Tristesse. Je crois que celle-ci est ouverte. Ouais. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? ¿Cuánto le debo? 13.95.